Normalement, c'est bon. Il manque Sylvain, mais je vais essayer de lui envoyer encore un rappel. Je vais dire, on commence. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Mais bon. Ok. Ok, donc c'est bon. Donc, donc en fait, la semaine dernière, on avait fait le Tosfot Gabé Shabbat. J'espère, bon, voilà, voilà, bon, moi, c'est pas très grave. Je croyais avoir fini avec les Tosfot, mais en fait, non. Il en reste un. Donc, je me suis dit comme ça, on peut avoir. Ça veut dire, voilà, mais en tout cas, il y a l'enregistrement pour la semaine dernière. Et voilà, si quelqu'un il veut, voilà, s'il veut catch-up, si Joseph il veut catch-up, il veut catch-up. Et c'était, voilà, bref, enfin, voilà. En tous les cas, donc normalement, donc on est dans le Tosfot de En Mevakein, ça veut dire on sim l'ominakora, etc. Donc ça, on est dans c'est là où est-ce qu'on en est, c'est là. Donc pour reprendre un peu l'Agmara quand même. Donc encore une fois, donc l'Agmara elle est arrivée à la conclusion dans cette page que Shabbat, en fait, il n'y a pas y a pas mouxé. Ça veut dire que comme Shabbat tout est interdit, donc en fait, on n'aurait pas un certain type de mouxé. Alors que Yom Tov, où il y a des choses qui sont permises et on a peur, en fait, justement, que les gens vont faire des travaux interdits. Donc, en fait, sur ça, on a Rabbi Yehuda Nassi et Rav Nachman, etc. Et ils ont tranché la halakha comme quoi il y avait Mouxé pendant Yom Tov. Et l'Agma, elle avait dit, en fait, d'où est-ce qu'on voit ça? C'est parce qu'en fait, il y a une Mishnah, en fait, dans Betsa, a priori, où, en fait, l'auteur de la Mishnah, il a été Sotem, ça veut dire il a dit Stam Mishnah, comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne Yom Tov, pour nous dire en fait qu'il y avait Mouxé, Yom Tov. Cette Mishnah, en fait, c'est la deuxième ligne de la Gemara. On peut reprendre à partir de la première ligne, tu vois, on peut dire même depuis le début de la page. Ah, voilà. Donc, on peut reprendre à partir depuis le début de la page. Donc, donc, on est dans Betsa, on est dans la page 2b. On va faire le Tosfot En Mevakein Etzim. On ne coupe pas des bois, mais là, on est en train de reprendre la Gemara tout en haut de la page, première ligne, premier mot de la page B. Voilà, donc on ne peut pas se tromper. Donc la Gemara, elle avait dit Gabé Yom Tov, en ce qui concerne Yom Tov, des Satamlan Tanak et Rabbi Yehuda. Ça veut dire que l'auteur de la Mishnah, il a tranché ou il a amené l'avis de Rabbi Yehuda comme étant on va dire l'avis majoritaire en disant que c'était Stam, que c'était voilà un avis sans mentionner son nom, d'Etnan, puisqu'il est marqué dans la Mishnah, En mevakein etzim minakorot, ça veut dire on ne peut pas couper du bois à partir de poutres, velo minakora shinishbera beyam tov, ni d'une poutre qui se serait cassée pendant Yom Tov. Donc, et ça serait en fait, ça veut dire qu'il y a mouxé. Pourquoi ça veut dire qu'il y a mouxé? Donc, a priori, c'est parce qu'en fait, les poutres dont on parle, c'est-à-dire, c'est des poutres qui étaient faites pour la construction, ça veut dire c'est des poutres voilà, solides, c'est du bois qui coûte cher, on va dire. Et donc, en fait, il n'est pas fait pour la combustion. Et donc, c'est pour ça, en réalité, que donc, dans le cas normal, disons, un type, il est vraiment, ça veut dire, il en est, comme à chaque fois, mon père, il racontait l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale où tout le monde brûlait ses chaises pour avoir du chauffage. Donc, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, voilà, on en est là. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit que malgré tout, Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire parce que, donc, normalement, c'est un objet que tu n'aurais pas brûlé pour faire du bois, c'était pas fait pour la combustion, mais tu as froid ou tu as envie de faire un barbecue. Donc, en fait, tu n'as pas le choix, tu vas prendre ta chaise. On dit non, ça, c'est Yom Tov, c'est Mouxé, parce que c'était pas fait pour être du bois de combustion. Donc, les cimes dont il est question et les corottes, c'est en fait, a priori, du bois de construction qui a de la valeur, qui normalement n'était pas utilisé pour brûler. Et donc, ça, on nous dit c'est Mouxé, et donc tu ne peux pas l'utiliser Yom Tov. Et le deuxième chidouche qui est plus grand a priori, c'est que si jamais il y a une poutre de construction ou une chaise, on va dire, qui s'est cassée pendant Yom Tov, et donc tu pourrais dire, ok, maintenant cette chaise, elle ne sert plus à rien qu'à faire du bois pour faire du feu et du barbecue. Malgré tout, on ne peut pas l'utiliser pour Yom Tov pour faire du feu, parce que ce n'était pas en fait l'usage à laquelle la chaise ou la poutre était destinée à l'entrée de Yom Tov. Voilà. Et donc ça dénote en fait que l'auteur de la Mishnah il pense qu'il y a Mouxé, parce que selon Rabbi Shimon ou selon Beth Shammai, peu importe, selon celui qui pense qu'il n'y a pas Mouxé, en réalité, du fait que maintenant la chaise elle est cassée ou la poutre elle est cassée, en tous les cas, là c'est clair que maintenant, bien que son utilisation à l'entrée de Yom Tov, elle n'était pas pour faire de la combustion, comme maintenant c'est un truc qui peut faire de la combustion, donc ça enlèverait le Mouxé, quoi. Des choses comme ça. Comme on a vu, voilà, comme on voit par exemple
Voilà, comme en prenant l'exemple de la Mishnah, on va dire c'est comparable au cas de la Mishnah dans laquelle on est en train d'étudier. On a en fait une poule qui est faite normalement pour faire voilà, pour l'élevage, pour pondre des œufs. Donc elle est mouxée parce qu'en fait normalement tu vas pas la manger, elle est faite pour pondre des œufs. Et maintenant après ça elle pond un œuf. Donc l'œuf aussi il aurait dû être mouxé parce qu'il était dans le corps de la poule à l'entrée de Yom Tov. Mais puisque en fait maintenant il est sorti du corps de la poule pendant Yom Tov, donc si tu dis que tu as mouxé, alors oui, la fait reste mouxé, c'est l'avis de Beth Hillel, mais selon Beth Shammai, comme en fait maintenant il est séparé du corps de la poule et c'est un œuf normal, donc tu peux le manger Yom Tov. Donc ça ressemble exactement au même cas. Et donc on voit donc que l'auteur de la Mishnah qui a dit qu'on ne peut pas utiliser donc des bois qui sont cassés en fait pendant Yom Tov pour faire du feu. Donc il pense voilà qu'il n'y a pas mouxé et que si l'objet en fait il a changé de destination pendant Yom Tov, voilà, même puisqu'il était mouxé à l'entrée de Yom Tov, on ne peut toujours pas l'utiliser pour brûler ou ici comme un œuf qui serait né d'une poule, etc. C'est clair? Donc ce soit, il va simplement préciser sur ce point-là. Et voilà, il va parler d'un point. Donc je lis ta soit. En mevakein et sim lo minakora, ça veut dire on ne peut pas donc couper du bois en fait des poutres, comme on a dit a priori des poutres de construction, quelque chose comme ça. Donc ça soit il dit lo maite merecha. Ça veut dire l'homme a été, il n'amène pas, sous-entendu, une preuve, mais Recha, ça veut dire du début de la Mishnah, c'est-à-dire de la première partie de la Mishnah qui nous dit qu'on ne peut pas utiliser des poutres pour faire du feu de combustion à Yom Tov. L'idée étant qu'en fait, ça, tout le monde est d'accord que c'est mouxé. Ça veut dire que, pourquoi? C'est-à-dire que comme en fait, ça n'a pas changé de destination, ça veut dire, l'idée c'est que si la poutre, elle ne s'est pas cassée, et qu'elle est simplement, c'est du bois de construction qui a de la valeur, ou une chaise, ou quelque chose comme ça soit ce qui veut dire que même Rabbi Shimon ou Beth Shammai, ils vont être d'accord que c'est mouxé, si jamais, et on ne peut pas l'utiliser pour faire du feu Yom Tov. La raison, il va expliquer pourquoi. C'est contrairement par exemple à une poule, on a vu qu'une poule qui est faite pour l'élevage, Beth Shammai pensait que si jamais le propriétaire de la poule, pendant Yom Tov, il change d'avis, il veut manger la poule, il peut. Donc, quelle est la différence? Alors, ça il va expliquer. Il va expliquer Néa Maïgré Besoar Shel Korot. Est-ce qu'on parle donc ici d'un entrepôt d'un entrepôt ou d'une réserve de poutres? Donc, ça veut dire des poutres qui sont pour la construction, qui sont très chères, qui ont de la valeur. Néave Mouktsé Mehamat Risron Kis. Que c'est Mouktsé parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on fait attention parce que ça a beaucoup de valeur. Nebeha Kula Alma Modou, et ça, tout le monde est d'accord que c'est Mouktsé. Ça veut dire que voilà, tout le monde est d'accord que quelque chose, c'est-à-dire c'est plus mouxé qu'une poule qui est pour l'élevage, quoi. Ça veut dire que une poule qui est pour l'élevage, on va dire, le propre Beth Shammai, celui qui pense qu'il n'y a pas mouxé, il pense que pendant Yom Tov, quelqu'un il peut décider, ok, cette poule elle est sympa, j'en ai marre des œufs, je vais me manger la poule. D'accord, donc, et ça serait pas mouxé, ça veut dire selon celui qui pense, bien que ça n'a pas changé de destination ni rien, mais en fait le bois, ça veut dire s'il y a du bois de construction, comme c'est quelque chose qui a une grande valeur, Mouktsé Mehamat Resrankin, c'est un niveau de Mouktsé plus grand que le Mouktsé normal, où tout le monde est d'accord que que ça reste Mouktsé. Le cas d'exemple de Mouktsé Mehamat Resrankin, aujourd'hui on dit c'est un passeport, etc. C'est pour ça que c'est un peu difficile comment. Il y a deux types de Mouktsé Mehamat Resrankin. Il y a en fait tout ce qui est pour un businessman, tout ce qui est une marchandise, c'est Mouktsé Mehamat Resrankin. Ça veut dire si quelqu'un, je sais pas, il vend des parfums et il a des stocks de parfums. Alors, comme c'est quelque chose qu'il utilise pour son business, donc c'est mouxé pour lui, il ne peut pas vraiment prendre un parfum et dire, OK, je vais l'utiliser aujourd'hui ou je vais le donner à ma femme ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, c'est du storage, quoi, c'est de la réserve. Ou bien, alors tu vois, ça veut dire, ou bien on dit la même chose pour un couteau de shrita, pour un shochet, on dit la même chose pour un passe. C'est pour ça qu'en général, il y a plein qui pensent que aussi les ordinateurs, c'est Mouktsé Mehamat Resrankis. C'est-à-dire, si on en fait, mais ça vient Mouktsé Mehamat Resrankis, il faut que ça soit quelque chose que tu n'en as pas beaucoup. C'est-à-dire, si c'est par exemple, je sais pas, par exemple, tu vois, un stylo, c'est pas Mouktsé Mehamat Resrankis parce que tu en as plein. Donc, c'est simplement un ustensile qui est destiné à faire un travail interdit. Et ça fait une grosse différence dans la halakha. Par exemple, je vais te donner un exemple, ça veut dire quelque chose, un ustensile qui est destiné pour un travail interdit, on va dire, je sais pas, un stylo, voilà. En fait, si tu as besoin de l'endroit du stylo, en fait, voilà, tu peux le bouger pour le mettre quelque part. C'est ça la halakha. Tu peux, Mouktsé Mehamat Resrankis, tu peux le bouger, Mehamat Goufo, Mehamat Mekomo, ça veut dire, si tu as besoin, imagine, tu as des stylos sur une table et tu veux étudier, tu dois poser des livres et ça te dérange qu'il y a des stylos, tu peux prendre des stylos
et les mettre ailleurs. Ça veut dire parce que c'est un cliché mélarto le issour, c'est un ustensile qui est fait pour un travail interdit. Et donc, dès que tu as besoin de l'endroit de l'ustensile, tu peux le déplacer. Par contre, tu vois, quand c'est Mouxé Merhamat Resronkis, ça veut dire que voilà, comme par exemple, même carrément, on va dire de la marchandise, ou on va dire un passeport, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui est très rare, ou un couteau de shkita pour un chochet, tu vois, etc. Et donc, en fait, ça, tu n'as pas le droit de le déplacer, même si tu as besoin de l'endroit. Ça veut dire c'est un type de Mouxé, tu vois, beaucoup plus fort, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est un ordinateur, par exemple, c'est pas évident, tu vois, qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux dire, en fait, voilà, t'en as que deux ou trois? Est-ce que c'est. Tu vois, donc, tu vois, ces trucs-là, les téléphones aujourd'hui portables, je ne sais pas si ça serait qu'un cliché Melarto ou bien c'est Moxem Je sais pas. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui pensent que c'est un téléphone, c'est que cliché Melarto mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la question, quoi. Quand tu vois maintenant comment l'iPod, ça coûte, je sais pas, l'iPhone, ça coûte 1500 $ ou des trucs comme ça, et tu vois, ça veut dire qu'il y a toutes tes données dedans. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment un truc que tu fais attention, ça veut dire que voilà, tu fais super attention où est-ce que c'est, etc. C'est pas pire qu'un couteau de shrita pour un chouchette, quoi. Je veux dire, j'en sais rien, mais bon, mais c'est pour ça. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, pour revenir à notre sujet ici, c'est qu'en fait, il semblerait que Tosfot il dit voilà, on pourrait en tous les cas interpréter la Mishnah où la Mishnah elle semble parler en fait de poutres qui sont en fait de valeur, qui sont en fait des poutres qui sont storées pour la construction et que voilà, ça veut dire ça, voilà. Je sais pas, nous en Amérique on connaîtrait ça parce que comme toutes les maisons elles sont en bois, donc le bois de construction c'est super précieux parce que tu vois, ça veut dire ça coûte super cher et c'est vraiment un truc, tu vois, vraiment que les gens le gardent précieusement, etc. Mais voilà, donc à l'époque de la Gemara, j'imagine les asphaltes c'était aussi comme ça, des constructions vachement en bois, donc en fait les bois qui pouvaient servir pour la construction, c'était quelque chose quoi, que vraiment en dernier recours, on va utiliser pour faire du feu, quoi, pour vraiment avoir faim, quoi, ou avoir froid. Mais donc en tout cas, donc ça soit évident, en tout cas, donc c'est Moukse Mehamat Resrankis, et donc même Rabbi Shimon, il est d'accord qu'on ne pourrait pas l'utiliser Yom Tov pour faire du feu, tu vois. Ouvert, donc c'est ce qui te soit dit, ouvert Kula al-Mamodou, Afil ou Rabbi Shimon. Puisque c'est pas un mouxé simplement parce que c'est du bois et que c'est pour du storage et que tu n'as pas une intention de l'utiliser pour brûler, c'est plus que ça, ça a de la valeur, et comme c'est un objet de valeur, donc c'est vraiment mouxé, même selon Rabbi Shimon, même Yom Tov. Donc en fait, donc, quelle est la preuve en fait que l'auteur de la Mishnah, il pense comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Yehuda, qui a mouxé. C'est du deuxième cas de la Mishnah. Et la maïté misefa, ça veut dire la preuve, elle est du deuxième cas de la Mishnah. C'est que le principe, la preuve, elle est que si jamais la poutre, elle s'est cassée pendant Yom Tov, donc à ce moment-là, là, elle n'a plus de valeur. Et donc, selon Rabbi Shimon, c'est exactement comme l'œuf qui est né de la poule. Et donc, ça veut dire, voilà, même si la poule, elle était mouxée, on va dire, l'œuf qui est sorti de la poule, qui lui n'est pas pour la nourriture, donc il est plus mouxé. Donc, selon Rabbi Shimon, ça serait la même chose. Si jamais une poutre, elle se casse pendant Yom Tov, elle ne devrait plus être mouxée, on devrait pouvoir l'utiliser pour faire du feu. Et du fait que l'auteur de la Mishnah, il interdit, donc ça, c'est une preuve qu'il pense comme Rabbi Yehuda. D'accord? Non, Tosfot, tu vas poser une question. On va regarder un peu, si tu veux, la question de Tosfot. C'est une très bonne question. Veim Thomas, Vea Rabbi Shimon, Eno Matir, Ela Beyoshev ou Metzavé. Ça veut dire que Rabbi Shimon, il permet, donc je traduis les mots, ça veut dire que Rabbi Shimon, il permet uniquement si tu veux, de bouger du mouxé. Si jamais, on va dire, il a changé de destination pendant Yom Tov, que si jamais il est assis et il attend. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour expliquer ça, simplement, c'est le plus simple, c'est de regarder la Gemara où c'est marqué. Voilà, donc, 2 secondes, je vais essayer de l'amener, de faire share screen, mais pour l'instant, c'est l'autre. J'espère que c'est pas encore. 2 secondes. Non. Je vais y arriver. Voilà. C'est bon, mais bon, évidemment, comme d'habitude. Une seconde, j'ai encore une manip. Voilà. Voilà, donc voilà. Donc là, ça, donc c'est chez nous, c'est dans Betsa. Donc là-bas, ça parle d'une souka, pas nécessairement une souka de Sukkot, mais une souka, ça veut dire une cabane. Donc on nous dit comme ça, Tanya Rabbi Hiya Bar Yosef Kameh de Rabbi Yohanan. Donc il a l'auteur d'une braïta ou quelqu'un qui racontait des braïtot
il a dit, c'est Rabbi Chia Bar Yosef qui était en train de réciter des braïtot devant Rabbi Yochanan, et il a dit En notlin etzim min hasukar, ela min hasamuchla. Ça veut dire on peut pas prendre, donc on va dire qu'on parle pas d'une souka de Sukkot, que c'est notre histoire, c'est la suite, mais on va dire d'une cabane. Imagine quelqu'un qui a une cabane, et en fait tout d'un coup c'est Yom Tov et il a besoin de faire un barbecue, et maintenant donc il a besoin de prendre du bois pour faire son barbecue. Donc l'idée c'est qu'il ne peut pas prendre du bois de la cabane, mais il peut prendre de ce qui, on va dire, c'est quelque chose qui serait posé sur les murs de la cabane, qui serait une certaine, peut-être un soutien pour le mur, mais qui n'en fait pas partie vraiment, quelque chose comme ça. Et Rabbi Shimon m'attire, mais Rabbi Shimon, lui, il permet de prendre du bois qui est dans la cabane pour ensuite l'utiliser pour faire son barbecue le Yom Tov. Bon, la suite de la braïta nous intéresse moins, mais je le lis quand même pour ne pas sauter. Mais même Rabbi Shimon, il est d'accord qu'à Sukkot, tu ne peux pas prendre du bois de la souka pendant Yom Tov pour faire des barbecues, parce qu'en fait, ça c'est une autre raison, c'est parce que c'est mouxé pour la mitzvah, quoi. Donc tu l'as destiné pour la mitzvah, donc c'est pas lié à Yom Tov, c'est même en fait pendant Chol HaMoed. Et s'il a fait une condition, au moins il a fait la souka, qu'il pouvait prendre des bois de la souka pour faire des barbecues, la condition elle fonctionne et il pourrait le faire. Mais bon, la deuxième partie de la Mishnah ne nous intéresse pas trop. Et ce qui intéresse, c'est ça. Tu vois, c'est que la Gemara dit, voilà, Rabbi Shimon, il permet donc de prendre du bois de la souka pour faire du feu Yom Tov. Donc la Gemara demande, dit, Rabbi Shimon m'attire, et Rabbi Shimon, il permet, Vea kasata orla, n'est-ce pas, qu'il est en train de détruire une cabane, et ça, c'est interdit Yom Tov. Ça veut dire, oublie le problème de Mouxé, il y a un problème de destruction, tu vois, donc tu pourrais pas prendre du bois de la souka pour faire du feu. Donc Rav Nachman qui dit, ça va que la souka elle s'est effondrée. Mais souka novelet askinan. Ça veut dire que la souka elle s'est effondrée pendant Yom Tov. Et donc là, Rabbi Shimon, il dit, donc voilà, c'est un peu comme le bois qu'on a cassé, etc. Donc Rabbi Shimon est armé, et Rabbi Shimon il suit sa raison, d'élite le mouxé. Ça veut dire que bien que c'était mouxé à l'entrée de Yom Tov, puisque ça faisait partie de la souka, et on n'avait pas le droit de la prendre parce qu'on n'a pas le droit de détruire une construction Yom Tov, etc. Mais du fait que la chose, elle s'est effondrée d'elle-même, donc maintenant, ça a changé d'utilisation. Ce bois, maintenant, il pourrait être utilisé pour faire du barbecue. Et la Gemara, elle apporte une preuve. On voit que Rabbi Shimon, il pense que quelque chose qui est resté, donc qui était mouxé à l'entrée de Yom Tov, si ensuite ça a changé, ça veut dire la raison la raison pour que cette chose soit mouxée a disparu, alors le mouxé s'en va. Voilà, donc on amène une preuve des Tanya, parce qu'il est enseigné dans une braïta. Motar Hashemen Ner Veshebekara, ça veut dire donc quelqu'un qui faisait brûler une bougie Yom Tov, et en fait il reste de l'huile à la fin, la bougie elle s'est éteinte, il reste de l'huile dans l'assiette ou dans le nerf qui est en fait le verre qui servait de réceptacle à l'huile. Alors Tanakama et Sarah Yehuda et Sarah ils disent c'est assourd parce que c'est mouxé, comme c'était quelque chose qui avait été destiné en fait à la combustion, et donc a priori donc, a priori, tu ne peux plus l'utiliser. Ça veut dire que tu ne voulais pas l'utiliser pour manger avec la salade, un truc comme ça. Donc, en fait, ça reste assourd. Et Rabbi Shimon m'attire, mais Rabbi Shimon, il permet. Parce qu'en fait, voilà, il savait, voilà, donc, parce que maintenant que la lumière, elle s'est éteinte, donc, voilà, il n'y a plus de raison de dire que cette huile, elle reste mouxée. J'imagine même Shabbat, j'imagine. Je ne sais pas si c'est Yom Tov ou Shabbat, je ne sais pas. Je pense même Shabbat, voilà, c'est le même Shabbat. Shabbat, c'est plus ça, on comprend mieux la chose, tu vois, ça veut dire même Shabbat que l'objet, il était interdit, etc. Une fois que ça s'est éteint, c'est permis. Rabbi Shimon m'attire. Elle va poser une question, elle va dire, Midame, est-ce que tu peux faire ressembler le cas de l'huile qui reste en bas d'un verre d'une bougie avec le cas d'une souka qui s'effondre? Et c'est là où il y a Tosfot qui prend son principe, qui prend sa question. Il dit Midame, Adam, ça veut dire dans le cas d'une bougie, Adam Yoshev ou Metsapé et Matai Tirbe Nero. Ça veut dire un homme, il attend, surtout qu'à l'époque, l'huile d'olive, ça coûtait très cher, etc. Et donc, en fait, c'était, on va dire, je ne sais pas, l'utiliser pour en mettre dans sa salade, c'était luxueux. C'était, je ne sais pas, donc, il attend quand est-ce que sa bougie de Shabbat, elle va s'éteindre. Comme ça, il va pouvoir prendre l'huile et la mettre dans sa salade. Tu vois, donc ça veut dire, et il sait qu'un jour ou l'autre, elle va s'éteindre, quoi, et qu'il en restera, quoi. Donc, Adam Yoshev, vous mettez sapé, et Matai Tekavenero, et donc, c'est pour ça que c'est pas mouxé. Puisque Rabbi Shimon, il pense, voilà, il n'a jamais pensé que toute l'huile allait être brûlée, et qu'il savait qu'il allait toujours en rester un peu, donc il n'avait jamais l'intention de le rendre mouxé, donc il pouvait toujours en rendre dans sa salade. Par contre, dans la souka, la Gemara dit, Acha Adam Yoshev vous metzapé et Matai Tipol Soukato, est-ce que
quelqu'un, il peut dire qu'avant Yom Tov, il s'attendait à ce que sa souka elle s'effondre, comme ça, il va pouvoir prendre des bois pour faire son barbecue. Alors, oui, ça va être une soukato. Agma va répondre oui. Amar Rav Nachman, Rav Nachman dit, Arabe et souka, Arwa Askinan. A priori, ça veut dire, a priori, comme Rachid va expliquer, ça veut dire, c'est sûr que ça parle d'une souka qui était branlante, parce que le fait qu'elle s'est tombée, c'est qu'elle était branlante, quoi. Tu vois, c'est ce que Rachid dit, ça veut dire, elle ne serait pas tombée si elle n'était pas branlante. Et donc il dit, Arabe et souka, Arwa Askinan, ça veut dire, ça parle d'une souka, comment dire, branlante. Mais Metmol daté là-bas que depuis la veille, il savait, ça veut dire, il pensait que ouais, elle peut tomber et que si elle tombe, je vais pouvoir utiliser le bois pour faire un barbecue. Quoi. Donc ça c'est la conclusion de l'Agmara. Ça c'est ce que l'Agmara a dit. Alors donc, sur ça, donc la question de Tosfot chez nous, elle est basée par rapport à cette Gemara. Elle dit voilà, ici on te parle de poutre de construction, tu vois. On se dit ok, le cas normal où la poutre elle s'est pas cassée, même Rabbi Shimon il est d'accord parce que c'est Mouksé Merhamat Reskonkis. Donc la preuve, elle pourrait être que de la poutre cassée. Et donc Tosfot dit, ben voilà, une poutre cassée qui se casse pendant Yom Tov, le type il s'attend pas à ce que la poutre elle se casse pendant Yom Tov. C'est assez clair qu'une poutre de construction, etc., c'est comme un peu le feu qui a pris à Notre-Dame. Tu vois que tout le monde jusqu'à maintenant se demande comment les poutres elles ont pris le feu. Tu vois, ça veut dire que normalement, c'est peu probable que ça se casse en plein milieu de Yom Tov pour une raison bizarre. Et que voilà, et que Rabbi Shimon disait voilà, c'est pas mouxé. C'est-à-dire si on suit la logique de la Gemara, que c'est que quand tu t'attends, en tous les cas que tu as clairement une possibilité, ça veut dire que ça arrive que voilà que la chose elle se casse pendant Yom Tov comme une souka branlante, etc. Donc ici, comment est-ce que tu as passer par parler d'une poutre branlante? Et donc si la poutre elle n'est pas branlante, même Rabbi Shimon il est d'accord que c'est mouxé, donc il n'y a aucune preuve quoi. Donc c'est ça la question de Tosfot. C'est clair? Voilà. Donc, en fait, tu vois, donc Tosfot dit, donc, la question, je pense que c'est une très bonne question. La réponse, par contre, tu vois, elle est vraiment plus difficile, parce qu'il dit, V'yesh lomar, et il y a lieu de dire, De'achas tama, pardon, excuse-moi, je trompais de ligne, V'yesh lomar, De'achinami, que Achanami, ici aussi, oui, Benishtabra be Shabbat, puisque on voit bien, c'est pas Shabbat, en fait, c'est Yom Tov, mais bon, c'est pas grave, c'est une erreur, mais ça veut dire, puisqu'elle s'est coupée pendant Yom Tov, elle s'est cassée pendant Yom Tov, Mistama et Tarewa Metmol, elle était déjà branlante depuis la veille. Je sais pas, ça veut dire. Moi, je suis pas convaincu par ce que c'est-à-dire qu'une souka, dire qu'une souka, si elle s'est effondrée, c'est qu'elle était vraiment depuis la veille. Je pense que tout le monde peut le témoigner, quoi, que c'est vrai, quoi, on va dire. Mais, enfin, ouais, un truc quand même un peu solide, normalement, ça tombe pas tout seul, quoi, je veux dire. Mais ça veut dire, ça fait sens que la Gemara, en tous les cas, elle dit ça. Mais dire une poutre qui se casse pendant Yom Tov, c'est parce qu'elle était branlante pendant Yom Tov. En plus, qu'elle est dans un entrepôt, tu vois, je veux dire, comment est-ce que la puisse, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire une poutre de construction branlante, je sais pas, ça fait vraiment peur déjà. Tu sais, tu vas pas demander à tes autres de construire ta maison, en tous les cas. Tu vois, ça veut dire, un mec qui est Yoshem, en tout cas, donc c'est ce qu'il dit en tous les cas. D'Achinami, oui, le Benish Tapra, Yom Tov. Mistama Haitarewa Metmol, ça veut dire, puisqu'elle s'est cassée pendant Yom Tov, c'est sûr qu'en fait, elle était déjà branlante depuis la veille de Yom Tov, avec Yoshev ou Metsapé, et donc c'est comme si quelqu'un, il est assis, il attend, Matai Tishaber Korato, quand est-ce que cette poutre, elle va se casser, Meti Reuya la Saka, et que je puisse l'utiliser pour faire du feu. Donc honnêtement, ça veut dire, c'est pas super satisfaisant comme, c'est-à-dire surtout que, tu vois, c'est pas une preuve, c'est-à-dire, l'idée, c'est que quand elle veut apporter une preuve que l'auteur de la Mishnah, il a été sotem comme Rabbi Yehuda, il a exclu la vue de Rabbi Shimon. Tu vois, ça veut dire, or, tu peux très bien dire, voilà, on parle d'une poutre qui n'était pas branlante, et voilà, il n'y a aucune preuve que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, tu vois. Tu vois, ça se voit, il est pas en train on n'est pas en train d'essayer d'expliquer la Mishnah, tu vois, si tu veux, pour que ça aille pas comme Rabbi Shimon, pour qu'on puisse avoir une possibilité de l'expliquer, que la marche pas comme Rabbi Shimon, on doit expliquer la Mishnah comme quoi c'est impossible de l'expliquer comme Rabbi Shimon, tu vois, alors que tu vois, évidemment, ça veut dire, alors que le Tosfot, il te dit, dans la seule manière que j'ai d'expliquer que ça va pas comme Rabbi Shimon, ça veut dire que c'était une poutre branlante, et qu'il s'attendait déjà depuis la veille à ce qu'elle se casse, tu vois. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle ne dit pas son opinion. Oui, mais comme c'est pas marqué, ça elle dit simplement qu'on parle d'une poutre normale, et c'est aussi l'opinion de Rabbi Shimon, et c'est tout, et c'est pour ça que c'est moussé. Donc ça veut dire, tu vois, c'est vraiment, tu vois, si tu arrives à les cheveux comme réponse, je veux dire, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Ok, si vous voulez, en fait, ça veut dire, en fait, il y en a, je pense que, c'est pour ça que j'ai ramené, si je voulais, le bal à Mahor, ça veut dire que c'est donc, tu vois, c'est un Rishon, quoi, qui était de la même période que Tosfot, que
que lui aussi, il accepte pas, on va dire, il va donner notre explication, ça veut dire, il accepte pas cette réponse, mais bon, on va faire ce qu'il dit, tu vois, simplement pour faire dans les mots, j'ai ramené, 2 secondes. Je sais rien, pour l'instant, ça, j'ai le droit de, je peux voir, voilà. Donc, voilà, 2 secondes, donc ça, c'est le Baal à mort. 2 secondes, parce que ça, 2 secondes. Ça re-scroll up. Oui, oui, oui. 1 seconde, ouais. En plus, j'ai pas en train de. 2 secondes. Voilà, c'est ça. Bah non, 2 secondes. 2 secondes, désolé, hein, je sais pas pourquoi ça. C'est de... Je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression de tourner en rond. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Donc, ok, donc ici, donc ça c'est le bal à mort. Voilà, j'essaie de, voilà, de zoomer, je pensais que c'est assez grand. Donc, je prends à partir, tu vois, de la première ligne. Donc il explique, la Gemara dit, donc, Yom Tov dékil, ça veut dire Yom Tov comme c'est quelque chose de léger, Vati les azou les bas, et donc les gens, ils vont manquer de respect à Yom Tov. Donc, c'est pour ça qu'on a interdit Mouksé. Nisatam Latana, qui est Rabbi Yehuda, ça veut dire l'auteur de la Mishnah. Comment dire, il a mis le Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda, qui interdit donc le Mouksé pendant Yom Tov. Et donc, Kedetnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, En mevakirin et minakorot, ça veut dire on ne coupe pas du bois pour faire du feu à partir des poutres qui sont a priori des poutres de construction, comme on a vu, velo minakora shinishbera b'yam tov, ni d'une poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov. Donc, il dit sur ça le Baal HaMaor, il dit, Ve'afalgav, et bien que les cas, les mitreya, qu'on aurait pu réfuter, les haïm atnitin, cette Mishnah, où l'okma est interprété be'arzé avec du bois de cèdre, ve'ashouché, je ne sais pas ce que c'est, c'est aussi un autre bois, on va dire un bois précieux de construction, comme on a vu, et donc c'est pour ça que c'est mouxé. D'avou les ukorot muktsot mehamas resronkis, que c'est du mouxé, donc parce que c'est des poutres qui ont de la grande valeur, et donc d'après même selon Rabbi Shimon, c'est mouxé, voilà, parce que c'est une perte d'argent. Et aussi, même si la poudre s'est cassée pendant Yom Tov, les fiches un Adam, Yoshev ou Metsapé, Matai, Dishaber Korato, parce que comme Tosfot il a posé dans la question, un homme il n'est pas en train d'attendre quand est-ce que cette poudre elle va se casser, c'est-à-dire a priori il n'y a aucune raison qu'elle se casse. Donc il dit ok, donc tu vois ça veut dire la balade est morte, tu vois ça veut dire il dit ok ça j'ai pas de réponse, mais il dit voilà, et ça veut dire comme il dit il va répondre à la question par une autre question. Il dit voilà, en fait, c'est vrai que cette Mishnah, c'est pas une preuve, il dit le Bala mort, mais en fait, la Gemara, elle voulait citer une autre Mishnah qu'elle n'a pas citée. Alors, c'est quoi l'autre Mishnah? C'est parce qu'en fait, et c'est vrai que cette Mishnah, elle est en fait mieux que l'autre, parce que, à part ça, tu vois, puisqu'il dit, en fait, parce qu'on a vu que le Stam Mishnah, plus tu vas à la fin du chapitre du traité, plus il a de la valeur, puisque l'auteur de la Mishnah, Rabbi Danassi, il change constamment d'avis entre les Stam Mishnayot, comme on a vu dans Tosfot qui disait ça. Donc en fait, c'est la dernière, tu vois, qui est. Donc en fait, une des dernières Mishnayot de Betsa, même la dernière Mishnah de Betsa, elle dit ça. Elle dit Tnan Tuv, ça veut dire il a été enseigné à nouveau. En Mashkin Veshochatin Amid Variot. Ça veut dire, la Mishnah, elle dit simplement que si jamais quelqu'un il a des animaux qui partent en vadrouille, et ça veut dire qu'en fait, ils dorment à l'extérieur de la maison. Je sais pas, ceux qui ont des chats ou j'en sais rien, je sais pas, tu vois, mais ça veut dire, on parle des animaux comestibles, quoi, je sais pas. Donc à l'époque, il y avait des animaux je sais pas, qui partaient en vadrouille pendant la nuit. Donc ces animaux-là, Yom Tov, on n'a pas le droit de les manger, ni on doit même ni de les nourrir.
parce qu'ils sont considérés comme mouxés, parce que voilà, ça veut dire tu sais pas quand est-ce qu'ils vont rentrer, quand est-ce que tu peux pas prévoir depuis la veille de Yom Tov qu'ils allaient être dans ton enclos ce jour-là, ou bien et en plus ils peuvent aller manger à l'extérieur, donc en shochatin, en mashkin ben shochatin amid bariyot. Ça veut dire on ne fait pas la shrita ni on ne donne à boire à des animaux midbariyot, ça veut dire qu'ils dorment à l'extérieur de la maison, qui partent en vadrouille de temps en temps. Et ça, il dit Stama Vadak et Rabbi Yehuda. Ça, c'est vraiment l'opinion de Rabbi Yehuda, parce qu'il veut dire selon Rabbi Shimon, ça ne serait pas mouxé, puisqu'en fait, il a raison, ça veut dire voilà, ces animaux-là, c'est vrai que tu n'es pas sûr qu'ils vont être dans ton enclos pendant Yom Tov, mais tu sais que c'est une possibilité, et selon Rabbi Shimon, c'est suffisant déjà pour que ça ne soit pas mouxé, tu vois, et que tu puisses les manger Yom Tov s'ils apparaissent chez toi. Donc, il dit, OK, alors, mais la vraie question, c'est OK, alors, disons que c'est vrai. On va voir la Mishnah après, si tu veux, dans les questions après, juste après, si vous voulez, dans les mots, mais grosso modo, c'est ça le cas de la Mishnah, et a priori, c'est une preuve, puisqu'on va voir que là-bas, même Rabbi Shimon, il dit après là-bas que lui permet, donc c'est évident que c'est Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda, etc. Mais alors, la vraie question, c'est de dire, alors, OK, alors, si c'est ça la preuve, puisqu'en plus, c'est à la fin du chapitre, alors pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas ramené cette Mishnah? Tu vois, elle a ramené une Mishnah qui n'est pas une preuve, alors qu'elle pense à une autre Mishnah qui, en plus, à la fin du traité, qui est mieux et qui est une preuve décisive, donc pourquoi est-ce qu'elle n'a pas ramené? Alors, et ça, c'est une vraie question qui est demandée par presque tous les commentateurs sur la Gemara. Ça veut dire, même ceux qui acceptent la réponse de Tosfot, qui est, à mon avis, hyper branlante, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, ils disent, OK, mais c'est sûr que l'autre Mishnah qui, à la fin du traité, elle était plus claire, quoi. Et donc, lui, il va dire, il dit, en fait, la raison pour laquelle on n'a pas rajouté cette Mishnah-là, on n'a pas rapporté cette Mishnah donc des animaux qui dorment à l'extérieur, il dit, parce qu'on aurait pu poser une question sur ça. Ça veut dire on aurait pu poser une question de quelque chose qu'on voit que Rava il pose lui-même dans le Perek Yom Tov, ça veut dire un des chapitres de Betsa, où là-bas Rava il dit Miika midé des Shabbat Share, est-ce qu'il y a quelque chose qui est permis Shabbat ou Yom Kippour Assour et que ça serait interdit Yom Kippour? Ce que ça veut dire, c'est que la Gemara, à un moment, elle parle, j'oublie exactement de quoi elle parle là-bas, mais elle dit, en fait, elle parle des choses qui sont interdites, je pense justement de s'occuper d'un animal, parce qu'il y avait justement le bouc émissaire qu'il fallait le conduire dans le fossé. Et en fait, tu vois, donc elle dit, est-ce qu'on peut permettre à quelqu'un de prendre un Kohen, de prendre une sorte de lien, une laisse pour amener le bouc vers le fossé, etc., alors que Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça, on va dire. Et la Gemara, elle dit, est-ce que s'il peut y avoir quelque chose, tu vois que, et la Gemara, elle veut dire que Shabbat, honnêtement, j'ai oublié c'est quoi. Mais en tout cas, la Gemara, elle dit que, l'idée, c'est comme ça, c'est que comme Shabbat, si quelqu'un transgresse Shabbat, il est passible de peine de mort. Tu vois, ça veut dire, c'est un Chiyuv Mita. Quelqu'un qui transgresse Yom Kippour, il n'est pas passible de peine de mort, il est Chayav que Karet. C'est moins grave. La même chose, tu vois, si jamais quelqu'un transgresse Yom Tov, c'est encore moins grave. C'est qu'un interdit négatif de la Torah. Donc, la Gemara, elle demande là-bas, elle dit, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui est permis Shabbat et qui est interdit Yom Kippour? Pardon, qui est interdit Yom Kippour. Et à cause de ça, la Gemara, elle dit que quand la Mishnah, elle a interdit Yom Kippour, elle voulait interdire aussi Shabbat. Et donc, ce qui veut dire, lui, c'est que si jamais la Gemara, elle avait apporté la preuve de l'histoire de faire la shrita ou de nourrir, en fait, ça veut dire les animaux, ça veut dire, alors, une seconde. Alors, donc, ça voudrait dire que si jamais Shabbat, on n'avait pas le droit, évidemment, de faire la shrita des animaux, mais on aurait pu leur donner à boire. Ça voulait dire, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était permis Shabbat, qui aurait interdit Yom Tov. Ça veut dire puisqu'on aurait pu donner à boire à ces animaux le Shabbat, alors que Yom Tov, ça aurait été interdit. Et ça, alors l'idée, c'est que c'est peu probable, c'est impossible. Et donc, ça voudrait dire, c'est-à-dire que si on avait amené cette Mishnah, on aurait dit, non seulement on ne peut pas donner à boire aux animaux qui partent en vadrouille, ni faire la shrita aux animaux qui partent en vadrouille pendant Yom Tov, mais même le Shabbat, c'est sûr que c'est interdit. Or, tu vois, la Gemara chez nous, elle voulait apporter que Shabbat, il n'y a pas Moukseh. Donc, elle ne pouvait pas apporter cette Mishnah-là. C'est pour ça qu'elle a apporté la Mishnah du bois, parce que le feu, Shabbat, c'est sûr que tu ne peux pas le faire. Donc, tu ne peux pas dire, ça veut dire si on interdit Yom Tov, c'est sûr qu'on va interdire aussi Shabbat, puisqu'on parle du feu. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu apporter la Mishnah, en fait, si tu veux, qui parle des animaux. Mais, tu vois, donc c'est parce qu'il y a une Rika Imalan. Voilà, donc, et nous, pourtant, c'est ça la halakha, ça veut dire il Ilcheta Beshabbat qui est Rabbi Shimon, puis la halakha est Beshabbat comme Rabbi Shimon qui n'a pas mouxé, ou Yom Tov qui est Rabbi Yehuda, et dans Yom Tov c'est comme Rabbi Yehuda. Mais ce qui veut dire, le Banamor, grosso modo, ce que je veux dire, on va regarder la Mishnah, donc c'est les questions de 2 secondes, mais ça veut dire, en fait, tu vois, ça va avec, dans les mots, mais ce que ça veut dire, c'est que
le Baal à mort, il n'accepte pas la réponse de Tosfot. Et honnêtement, j'ai vu personne qui explique la réponse de Tosfot d'une manière satisfaisante. C'est vraiment bizarre de dire que quelqu'un va avoir une poutre, qu'il s'attend à ce qu'elle se casse pendant Yom Tov. Tu vois, parce qu'a priori, quand on dit une poutre s'est cassée pendant Yom Tov, c'est qu'il y a un truc qui s'est arrivé, ou je sais pas, il y a je sais pas, une pierre qui est tombée dessus, ou j'en sais rien, ou imagine que c'était. Moi, le cas que je vois, c'est simplement que si les poutres elles sont empilées les unes sur les autres, et qu'il y a une qui est tombée ou qui s'est tombée, qui s'est fracassée en tombant sur les autres, ou quelque chose comme ça, ou une pierre, ou bien même, tu vois, je sais pas, moi, un animal qui aurait marché dessus, ou j'en sais rien, mais ça veut dire une poutre, ça se casse pas tout seul, c'est pas comme une souka, tu vois, je veux dire, tu veux pas, et surtout si tu la gardes pour la construction, si c'est une poutre qui est en train de qui est branlante, c'est sûr que tu vas déjà l'utiliser. C'est pas que tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle se casse pour en faire du feu, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire une poutre branlante, tu vas pas l'utiliser pour la construction, je veux dire. C'est pour ça que l'idée même j'arrive pas à comprendre, et encore une fois, même, c'est-à-dire à partir du moment où on a une possibilité d'expliquer la Mishnah comme Rabbi Shimon, ça veut dire suffit de dire qu'on parle d'une poutre qui n'était pas branlante, et à ce moment-là, c'est mouxé, ben, ça suffit pour dire qu'il n'y a pas de preuve que la Mishnah elle a été sautée comme Rabbi Shimon, quoi. Même si on prenait les mots de Tosfot pour granted, quand on parle d'une poutre branlante, c'est qu'une possibilité d'interprétation. Il suffit de faire tout sauter dans ce cas, et ça suit l'opinion de Rabbi Shimon. Donc, c'est pour ça que la réponse de Tosfot, elle est vraiment faible. Alors, je vois, donc, le Baal à mort, qui est un contemporain de Tosfot, si tu veux, lui, il n'accepte pas cette réponse. Et en fait, lui, il répond à la question vraiment d'une autre manière, en disant que la preuve, elle est vraiment d'une autre Mishnah, que la Gemara, elle n'a pas cité parce qu'elle voulait éviter une question qui était de dire comment est-ce qu'on peut permettre Yom Tov, ça veut dire comment est-ce qu'on pourrait permettre Yom Tov de donner à boire à des animaux qui sont en vadrouille alors que Shabbat non. Et comme elle voulait éviter ça, elle n'a pas cité, mais en fait la véritable preuve c'est de cette Mishnah qui est la dernière Mishnah de Betsa. Et c'est cette dernière Mishnah de Betsa qui prouverait que celle des poutres, ça parle aussi pas comme Rabbi Shimon, quoi. Donc si vous voulez, on peut regarder 2 secondes la Mishnah que le Baal à mort il ramène. Voilà, donc c'est tout, hein, voilà, c'est ça pour regarder. Donc j'espère que je vais bien tomber. Voilà, tu vois, c'est la Mishnah, je pense que c'est la dernière Mishnah de Betsa. Voilà, donc ça veut dire, bref, tu vois, ça veut dire que l'idée est comme ça, moi je veux dire le début de la Mishnah qui n'a rien à voir avec ce qui m'intéresse. Et Mishizimen Eslo Ochim, si jamais quelqu'un il a invité chez lui des invités à Yom Tov, Lo Yolechao Beyadam Manot. Normalement, on n'a pas le droit de leur laisser prendre les restes. Ça veut dire, parce qu'en fait, tu vois, ça c'est un problème, ça ressemble à du business. Et là, Yom Tov, ça veut dire, si jamais quelqu'un il a prévu de leur donner les restes, ou il pense qu'il va y avoir des restes et il veut s'en débarrasser, donc en fait, il faut qu'avant Yom Tov, il dise à son enfant, à son fils, ou à quelqu'un de sa famille, qu'il les aurait, tu vois, pour les restes pour les inviter au cas où il y en a et qu'ils veulent les prendre pendant Yom Tov. Sinon, on n'a pas le droit de leur donner, on est obligé de les garder ou de leur donner après Yom Tov, quoi. Donc voilà, bon, c'est une halakha, c'est une Mishnah, bref, peu importe, tu vois, ça peut être, c'est bien de la savoir, quoi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui la transgressent sans le savoir. Et tu vois, tu vois, En Mashkin, donc après ça on dit En Mashkin avec Joratin et Lamid Bariot, et celui-là on te dit voilà, on ne donne pas à boire ni on ne fait pas la shrita si tu veux à des animaux qui sont dans les déserts, ça veut dire qui dorment dehors, ça veut dire qu'ils ont l'habitude, même s'ils reviennent dans l'enclos, ils partent en vadrouille et puis ils reviennent. Parce qu'en fait, c'est mouxé parce que tu ne veux pas avoir, en fait, tu n'étais pas sûr qu'ils allaient être là aujourd'hui, quoi. Avant machkin de Jochatina Baitot, voilà. Donc, la Mishnah te dit, ça veut dire, on donne à boire, on fait la shrita aux animaux qui dorment dans la maison, c'est-à-dire qui restent dans l'enclos. Et loin à Baitot, c'est quoi les animaux dont on peut faire la shrita et qu'on peut nourrir pendant Yom Tov à la note Bahir, celles qui dorment dans la ville, voilà, dans la ville. Déjà, ça s'appelle pas la peine qu'elles soient dans l'enclos, mais tant qu'elles s'éloignent pas de la ville, déjà, ça s'appelle encore, c'est pas moussé. Midbariot, à la note Bahafar, et celles des déserts, c'est ceux qui vont dormir pendant la nuit, qui passent en vadrouille dans les, je sais pas quoi, je sais pas comment on va appeler ça, dans les déserts, les pâturages. Voilà, ok, voilà. Mais ça, c'est la dernière Mishnah de Bessin. Et a priori, selon Rabbi Shimon, je pense qu'il y a même une braïta qui le dit, lui, il pense que c'est pas mouxé, même si elles dorment à l'extérieur, parce qu'il sait qu'il y avait une chance qu'elles viennent, et donc ça suffit pour les permettre de leur truc. Mais après ça, la question c'est, a priori, ça veut dire ça veut dire que, en fait, Yom Tov, on pourrait donner à boire, on pourrait pas donner à boire à ces animaux, mais Shabbat, on pourrait, parce qu'on s'il le mal à mort. Maintenant, je sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier, mais a priori, c'est ça la logique, quoi. Puisque comme la raison, c'est à cause de mouxé,
Donc, en fait, comme Shabbat, on n'a pas mouxé, donc ça veut dire qu'on pourrait donner à boire à des animaux, même qui partent en vadrouille, etc. Ouais. Mais voilà. Donc, je sais pas, des chats, des machins comme ça. Ouais, je sais pas, tu vois, a priori, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'à priori, Yom Tov, tu veux pas donner à boire à un chat parce qu'il part en vadrouille. Je sais pas, peut-être les chats à Paris, c'est différent. Mais, mais non, il part aussi en vadrouille. Non, jamais en vadrouille. Ah bon, il part jamais en vadrouille. Il va Ok, sur le balcon, c'est le plus loin. Mais il ne sort pas de la maison. ok. Mais en tous les cas, voilà, mais sinon, voilà, et Shabbat, ça serait permis, quoi. Enfin, voilà, en tous les cas, c'est vrai que pour dire que la preuve de la raison, la réponse de Tosfot, elle est quand même étrange, et ouais, le Balamor, il n'accepte pas, et voilà, et c'est tout. Donc voilà, surtout comme je dis, que voilà, même si on croit les mots de Tosfot pour étant vrai que la poutre, elle va se casser, ça veut dire quand même, tu vois, c'est qu'une possibilité d'interpréter la Mishnah, mais il suffit de dire qu'on parle d'une poutre solide qui s'est cassée pendant Yom Tov, et la Mishnah est sur Rabbi Shimon, donc tu ne peux pas vraiment apporter là une preuve que l'auteur de la Mishnah, il a été sotem comme Rabbi Shimon. Voilà, donc on a là, on peut finalement, donc je pense qu'on a. C'est bizarre, même pour la souka, le fait. Il y a une souka branlante, si tu as vraiment besoin du bois et que tu sais que tu en as besoin Yom Tov, casse-la avant Yom Tov. Attends pas qu'elle. Il va t'attendre à ce qu'elle s'effondre d'Afka au moment où tu en as besoin. Ça paraît bizarre quand même. On ne parle pas d'une souka de fête, hein, on ne parle pas de la souka de souka. Oui, non, mais Stam, tu as un truc qui tient debout. Tu ne peux pas savoir à quelle heure ça va tomber, quoi. Ouais, bon, mais tu peux. Mais si tu sais que tu en as besoin, prends-la. Prends-la. Ouais. D'accord, ouais, parce que moi, de l'expérience, moi, je sais que ça peut être lié à des problèmes de Shalom Bayit, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, le gars, il est simple, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pose la question, moi, je te réponds. C'est parce que si jamais, tu vois, tu penses que tu vas faire un barbecue le lendemain et que tu as une souka branlante, etc., ce qui m'a déjà arrivé. C'est-à-dire, si jamais, tu vois que tu es à 2 minutes avant Yom Tov ou 3 jours, tu vois, ça devrait avoir la carte et compagnie, que tu vas commencer à dire, je vais démonter la souka pour prendre le bois et tout ça. Tu dis, OK, non, je rentre pas là-dedans. Maintenant, par contre, tu vois, si jamais elle s'effondre tout seule, tu es bien content de prendre le bois, tu vois, pour faire ton garmec, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, donc, c'est ça, parce que tu comprends, c'est pas que tu laisses tomber une souka. Yom Tov, tu peux laisser tomber la souka comme ça et personne ne va rien te dire, tu n'as pas le droit de la toucher. Et que pour prendre du bois, il faut prendre du. Mais si la veille de Yom Tov, tu décides de la démonter, c'est 2 heures de travail, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça la grosse différence. Et voilà, donc, tu n'as pas nécessairement. Voilà, donc, ok, d'accord. Pas de neuf, ils disent, ok. En tout cas, enfin, voilà, en tout cas, donc ça, c'est spot, et maintenant, on peut continuer la Gemara. Et toujours, en fait, c'est parce que maintenant, on va reprendre ça, on l'avait déjà fait, ce passage de la Gemara, mais donc, continue à ne pas avancer, parce qu'il y a un spot sur la suite, mais je vais reprendre donc la Gemara. Donc, la Gemara, après ça, elle avait dit, elle avait posé une question. Après avoir dit en réalité que, donc, ok, la raison pour laquelle, dans notre Mishnah, l'œuf, il était mouxé, c'est parce que voilà, ça suit Rabbi Shimon qui a. Pardon, Rabbi Shammai, eux, ils suivent Rabbi Shimon qui est. Ça veut dire, Beth Shammai, ils ont mouxé comme Rabbi Yehuda, etc. Et Beth Hillel, non. Et donc, la Gemara, elle avait dit finalement, en fait, la discussion, elle ne porte pas simplement sur l'œuf, elle porte aussi sur la poule. Ça veut dire que, comme on parle d'une poule qui est là pour l'élevage, donc la poule qui est là pour l'élevage, selon celui qui pense qu'il y a mouxé, même la poule, elle est mouxée. Et l'œuf, il reste mouxé après être pondu, c'est tout, quoi. Et ça, c'est l'avis de Beth Hillel, on va dire, parce qu'ils ont mouxé, parce que c'est Yom Tov. Et Beth Shammai, qu'eux, ils n'ont pas mouxé. Donc, non seulement pour eux, l'œuf, il n'est pas mouxé, parce que même si elle faisait partie d'une poule d'élevage, malgré tout, comme il est pondu Yom Tov, maintenant c'est de la nourriture. Mais même la poule, en fait, elle n'est pas mouxée comme on a vu. C'est-à-dire, c'est un mouxé que tu peux changer la destination. Ça veut dire, voilà, tu changes d'avis. Cette poule-là, en fait, tu l'avais pour pondre des œufs. Maintenant, toi, tu changes d'avis et tu dis, OK, je veux la manger parce qu'il y a mes copains, etc. On va faire une poule grillée, comme ça, ou j'en sais rien. Donc, très bien, tu vois. Donc, ça veut dire, même la poule, elle n'est pas mouxée, selon Beth Shammai, selon Rabbi Shimon. Donc, la Gemara pose la question en disant, pourquoi est-ce qu'ils discutent sur l'œuf et ils ne discutent pas sur la poule? Donc ça, c'était ça la question de l'Agmara. On peut le faire dans les mots. Ok, donc maintenant, on est Bema Yokimta. Donc, je vais compter les lignes 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, je crois. 10e ligne en partant d'en haut. Je pense que c'est la 10e. Peut-être j'ai un doute entre 10 et 9. 6. Mais je pense que c'est 10. 10e ligne en partant du haut, Bema Yokimta. Il y a le premier mot de la ligne, Bema Yokimta. C'est bon? Alors, Bema Yokimta, ça veut dire, donc quoi? Donc, on a interprété la Mishnah, Betarnegolet Aomedet Legadel Besim, donc d'une poule qui est là pour, en fait, faire pondre des œufs.
ou Mishum Mukse, parce qu'elle est Mukse, parce que voilà, le type il a destiné à l'élevage et pas à la consommation. Et donc l'œuf aussi reste Mukse. Inachi, donc si c'est ainsi, Ademi Flegé Bebetsar, au lieu de discuter en ce qui concerne l'œuf, un Liflegou Betarnegolette, il devrait se discuter sur déjà le statut de la poule elle-même. Puisque, comme on a dit, Beth Shammai, il penserait qu'on pourrait manger même la poule parce qu'on peut changer d'avis et la manger. Beth ils disent non, comme elle est pour l'élevage, elle est mouxée. La Gemara dit, tu as raison, mais les Diara Koran de Beth Shammai, c'est pour la raison pour laquelle la Mishnah a parlé de l'œuf, c'est pour nous expliquer la force de Beth Shammai, de Benolad Share, que même en ce qui concerne un œuf qui est né Shabbat, c'est un plus grand chidouche encore que la poule, ça veut dire que la poule qui était d'élevage, on peut changer d'avis et décider de la manger. Ok, c'est parce qu'on n'a pas mouxé, c'est un ridouche, on veut dire qu'on n'a pas mouxé. Mais j'aurais pu croire que l'œuf qui n'existait même pas avant Yom Tov et qui est pondu pendant Yom Tov, lui, c'est sûr qu'il est mouxé, parce que voilà, à part un mouxé, il y a Nolad. Et donc c'est pour ça qu'on nous a parlé de l'œuf, pour nous dire que non seulement Beth Shammai, ils permettent la poule, mais ils permettent aussi l'œuf qui est Nolad, et que même Nolad, c'est permis. C'est bon. Le diagramme des Beth Shammai et des Benolad Share, que même Nolad, ils sont permis. Ok, la Gemara dit, Veliflegu betan negolet le diara kohan de Beth Hillel. La Gemara dit, vous avez qu'à discuter, en fait, en ce qui concerne la poule, pour nous apprendre à la force de Beth Hillel, qui interdisent non seulement l'œuf, mais aussi la poule. Pour nous apprendre qu'ils ont mouxé, quoi. Non seulement ils ont nolad, mais ils ont mouxé. Veliflog betan negolet le diaran kohan de Beth Hillel, des mouxé asré, que même mouxé, c'est interdit. Ok, donc voilà, parce que comme ça, on sait que s'il interdit non seulement l'œuf, mais aussi la poule, voilà, bien qu'elle n'est pas nolade. Et si tu veux me dire, Koach de Tera Adif, on vient nous apprendre la force de la permissivité, puisque la force de la permissivité, elle est plus grande, c'est-à-dire que comme il dit Rashi, comme Tosfot, il va le redire aussi, ça veut dire, on va le faire dans les mots, ça veut dire qu'interdire, c'est facile d'interdire. Et donc, ok, si Beth Shammai, ça veut dire si on devait nous apprendre celui qui interdit ou celui qui permet, c'est mieux d'apprendre celui, ça veut dire qu'il y a un plus grand ritouche de nous apprendre celui qui permet. Or ici, c'est Beth Shammai qui permettent et on nous apprend qu'ils permettent même l'œuf. Et après ça, que Beth Shammai, que Beth Hillel, ils interdisent même la poule, ouais, c'est leur problème si on veut. Tu vois, ça veut dire, ils peuvent interdire ce qu'ils veulent, on s'en fiche pas, grosso modo. Quoi d'Adif, ça veut dire la force de la permissivité, elle est plus forte. Elle a posé une question très très bizarre. Elle dit Veniflog betar vayou. On aurait nous dire la Mishnah, l'un n'exclut pas l'autre, quoi. Ça veut dire en fait la Mishnah, elle aurait dû parler des deux cas, Niflog betar vayou, qui discutent dans les deux cas. Tarnegolet a omedet legadel betzim. La Mishnah, elle aurait dû dire une poule qui est omedet legadel betzim, qui est là pour l'élevage ou pour faire pousser des œufs, pour faire pondre des œufs. Hi ou betsata, elle et ses œufs qui sont Yom Tov. Beth Shammai omrim teachel. Beth Shammai disent tu peux manger soit l'œuf, soit la poule. Ou Beth Hillel omrim lo teachel. Et Beth Hillel ils disent on peut manger ni l'œuf ni la poule. Pourquoi la Mishnah elle n'a pas dit ça? Et à cause de cette question, la Gemara elle reste sur cette question. Ça veut dire après elle va donner une autre interprétation, mais elle considère ça comme une question. Puisqu'en fait voilà la discussion elle est dans les deux cas, c'est une question de mouxé, grosso modo. Voilà la discussion elle est aussi sur la poule et pourquoi on ne parle que de la foi. C'est ça la question de la Gemara à la fin. Et c'est un peu bizarre. Ça veut dire, c'est sûr que la question, ça veut dire voilà, parce que tu vois, ça veut dire, c'est vrai que c'est sûr que c'est une question faible. Ça veut dire, avant de rentrer en Tosfot, il va en parler, il va le dire, tu vois, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi là? Parce que normalement, la manière de l'agma de réfléchir quand elle voit une Mishnah, c'est de dire, on te parle d'un cas, est-ce que tu peux en déduire d'un autre cas, tu vois? Est-ce que ça veut dire que dans l'autre cas c'est permis ou dans l'autre cas c'est interdit? Et tu peux dire, voilà, si jamais en fait l'autre cas il était permis, alors on aurait dû nous le dire, ou vice-versa, tu vois, inversement. Mais jamais, tu vois, la Gemara, elle dit, on aurait dû te parler de tous les cas, tu vois, ça, c'est pas une question. Tu vois, l'auteur de la Mishnah, il a choisi ce cas-là, c'est tout, il a amené une discussion dans l'œuf, et après ça, de l'œuf, tu peux pas déduire la poule, ou en tous les cas, oui ou non, suivant Beth Hillel ou Beth Shammai, mais bon, c'est tout, ça vient une fois que tu as dit, on a voulu nous apprendre la force de Beth Shammai qui permettent même l'œuf, voilà, ça suffit, c'est pour ça qu'on a parlé de l'œuf, c'est-à-dire, mais pourquoi on n'a pas parlé aussi de la poule? Ouais, parce que ça n'intéressait pas de parler de la poule, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ce que je veux dire, on n'est pas obligé de parler de tous les cas qui existent, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, soit tu vas te poser la question, mais la question, elle est étrange. En tous les cas, bon, voilà, en tous les cas, on va faire Tosfot sur ça, puisque on peut refaire Rashi, si vous voulez, je pense qu'on l'avait déjà fait, on peut le refaire, il y a un Rashi simplement d'Hétéradif, si vous voulez, c'est que Tosfot, il va plus ou moins reprendre mot pour mot, mais bon, je le relis quand même, au cas où. Donc,
Donc, Deitera, ça veut dire la force de la permissivité, elle est plus forte, à Diflé. Donc, Rashi dit Tov lo, c'est mieux pour l'auteur de la Mishnah, les Hashmienu, de nous enseigner Koach divrei amatir, la force de celui qui permet. Shehu somer al shmuato, parce qu'il se base sur ses enseignements, ça veut dire sur son raisonnement. Veno yare la attire, et il n'a pas peur de permettre. Aval koach haosrim, mais la force de ceux qui interdisent, enaraya, c'est pas une preuve vraiment sur ce qu'ils pensent. C'est ce qu'il veut dire a priori. Chakol yecholim lahmir, parce que tout le monde peut interdire ce qu'on veut. Pas filou benavar mutar, même sur quelque chose qui est permis. Voilà. Donc ça veut dire, ça ce qui veut dire. C'est pour ça que le principe de quoi interdit, ça veut dire quand tu permets, il faut que tu sois sûr de ce que tu dis. Quand tu interdis, ça veut dire ok, j'interdis. Ça veut dire voilà, il interdit. Tu vois, ça prouve pas qu'en fait Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont vraiment certains qu'il y a mouxé quoi. Ils disent simplement ok, ne le fais pas, c'est tout. Tu vois. Et donc c'est l'auteur de la Mishnah, il n'a pas un gros incentive à nous apprendre que Beth Shammai ils interdisent quoi, parce que qui te dit vraiment qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent quoi, grosso modo. C'est grosso modo ce que ça veut dire, c'est que selon Rachid, ça veut dire l'auteur de la Mishnah, il a intérêt à enseigner celui qui est permis, parce que celui qui est permis, il pense vraiment ce qu'il dit. Celui qui est interdit, c'est pas sûr quoi. Il dit simplement parce qu'il sait pas, donc il dit qu'il s'interdit. Tu vois, c'est ça le point. Quoi. C'est ce que Rachid va dire. Tasfot, il va répéter ça, tu vois, ça veut dire dans Tasfot, donc non, je fais Tasfot. Comme ça, après, tu vois, j'espère qu'on pourra avancer avec la semaine prochaine. Donc, Vechitema, Kordetera Adif, donc Kordetera Adif, ça veut dire la force de la permissivité, elle est plus forte. Puis Rouge Chakoun 13, donc Rachid a expliqué, le Gar Kordetera Adif, c'est pour ça que la force de la permissivité, elle est plus grande. C'est que chez Adam m'attire, parce que quand un homme il permet, son Hashmuato, il se base sur ses enseignements, ça veut dire a priori son raisonnement ou sa tradition. Shmuato, ça veut dire sa connaissance, se base sur sa connaissance. Mais c'est que la vie raya, l'idvarav. Mais il doit apporter une preuve à ce qu'il dit. Aval isura, mais interdire, Adam yachol l'achmir, alav velo ta'am, un homme il peut interdire ce qu'il veut sans raison. Tu vois. Donc j'en sais rien. Et ça va être, ça veut dire il y a plein de, j'ai pas eu le temps de préparer, ça veut dire, mais je sais qu'il y a un contre-exemple, tu vois, dans Metifta, ils amènent, ça veut dire, il y a une main, ça veut dire, c'est pas vrai qu'on peut interdire tout comme ça parce que j'ai décidé, tu vois, ça veut dire sans raison, tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, 2 secondes, je vais essayer de trouver le. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. 1 seconde. 1 seconde. Ouais. Avec Dalet Mishnah Gimel. Donc ils disent dans Maseret Yadaim, puis avec Dalet Mishnah Gimel, je vais essayer de l'attraper. Donc voilà, ça c'est la Mishnah. Non. Non. Ouais, c'est ici. Voilà, donc j'essaie de faire la Mishnah 10 secondes. Donc c'est une Mishnah a priori dans Yadaim. Je n'avais jamais fait avant. Bon, on dit comme ça, on dit Bobayom. L'Agma se demande Bobayom, Amon ou Moab, Maem Bashivit. Ça veut dire l'idée, c'est la Jordanie. Est-ce qu'il doit faire la Shemitah ou pas ça veut dire, puisqu'a priori, la Jordanie, ça a été conquis par Moshe, mais ça n'a pas été conquis par Ezra. Donc la question est de savoir est-ce qu'on fait la Jivite dans cette partie d'Israël ou pas. Gaza Rabbi Tarfon, Maaser Ani. Donc Rabbi Tarfon, il a dit peut-être pas faire la Jivite, j'imagine, mais il va donner le Maaser Ani. Le Gaza Rabbi Eliezer Ben Azaria, Maaser Sheni. Et Rabbi Eliezer Ben Azaria, il a dit aussi de faire Maaser Sheni, a priori, dans cette partie de la Jordanie.
Amar Rabbi Ishmael, Elazar ben Azaria, Alecha Raya Lelamed. Donc Rabbi Ishmael, donc, qui était a priori là-bas, il a dit à Rabbi Elazar ben Azaria, c'est à toi d'apporter une preuve, Shata Mahmir, parce que tu veux être Mahmir sur les enfants d'Israël qu'ils amènent le Maaser Sheni de la Jordanie. C'est quoi la Mahmir? Allah Raya Lelamed. Donc, ça veut dire, il dit, et toi, parce que tout celui qui est Mahmir, c'est à lui d'apporter une preuve, comme quoi, en fait, c'est interdit. Amarlo Rabbi Elazar ben Azaria, Ishmael Achi, Anilo Shaniti, Miseder Hashanim, Tarfon Achi Shina. Voilà, Vraya Lelamed. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, j'imagine, il veut dire que Rabbi Shimon, bon, peu importe, tu vois, j'ai pas envie de rentrer, tu vois, dans l'histoire, à mon avis, ça parle, j'imagine que si tu fais Maaser Ani, ouais, je comprends, parce qu'il veut dire, l'idée c'est comme ça, c'est qu'il voulait dire, Rabbi Tarfon, lui, il a demandé d'apporter le Maaser Ani de la Jordanie. Alors, le Maaser Ani, c'est un Maaser qu'on amène qu'une fois tous les 3 ans. Alors que le Maaser Sheni, c'est le Maaser qu'on amène la première et la deuxième année, tu vois, ça veut dire, la première et la deuxième année, c'est le Maaser Sheni, que tu dois manger à Jérusalem avec ta famille. Et c'est celui qui avait une récolte, le Maaser, il y a un premier Maaser qui donnait aux Lévites tous les ans. Et ensuite, il y a le Maaser Sheni qui était mangé avec la famille à Jérusalem. Ça, c'est la première et la deuxième année de la Shemitah. Et la troisième année, à la place de donner à sa famille et de faire des vacances à Jérusalem, on donnait aux pauvres. Et ainsi de suite. Ça veut dire 3 ans et 6 ans, quoi, de la Shemitah. Donc, en fait, Rabbi Tarfon, lui, il a dit que, a priori, comme tout est d'ordre rabbinique, à mon avis, tout ça, donc ça voulait dire, il a dit, donc, en fait, ceux qui viennent en Jordanie doivent donner le Maaser Ani tous les ans, j'imagine. Et donc, donner un dixième aux pauvres. Et Rabbi Elazar ben Azaria dit non, c'est Maaser Sheni, ça veut dire c'est pas qu'ils doivent donner le Maaser aux pauvres tous les ans, c'est qu'ils doivent donner le Maaser, le Maaser qu'on mange avec sa famille à Jérusalem. Et donc j'imagine que Rabbi Ishmael ben Azaria, lui, Rabbi Ishmael, il voulait enlever, il pensait qu'il n'y avait aucune raison de donner le Maaser de la Jordanie all together, donc il dit à Rabbi Elazar ben Azaria, ça veut dire c'est toi qui dois apporter une preuve parce que tu es Mahmir. Et Rabbi Elazar dit non, mais moi je suis pas Mahmir parce qu'il y avait déjà Rabbi Tarfon qui avait dit d'apporter le Maaser Ani, et lui il demande de faire un truc bizarre puisque le Maaser Ani c'est une fois tous les 3 ans. Tu vois, bref, tu vois. Bref, en tout cas, tout ça, a priori, j'imagine, tu vois, que c'est la discussion à la back and forth, mais ça veut dire l'histoire, c'est qu'en fait, ce qui est important dans cette histoire-là, c'est que Rabbi Ishmael, il dit à Rabbi Elazar, comme c'est toi qui es Mahmir, c'est toi qui dois apporter une preuve, tu vois. Si tu veux apporter une preuve comme quoi il faut apporter le Maaser de la Jordanie, quelle que soit la raison, si ça parle pendant la Shemitah, à l'extérieur de la Shemitah, peu importe, tu vois, la suite de la Mishnah, etc., mais ça veut dire l'idée, c'est qu'il lui dit, Rabbi Ishmael, Alecha Raya Lelamed, Achata Mahmir, puisque c'est toi qui es Mahmir, et chez quoi la Mahmir, Alav Raya Lelamed, c'est lui d'apporter une preuve pour étayer son argument. Donc l'idée, c'est comment est-ce que tu peux dire ici, tu vois en fait que voilà, être Mahmir, c'est facile, tu peux être Mahmir, et puis c'est bon, tu vois, mais bon. C'est clair que la différence, elle est claire, c'est parce que là, ça parle d'argent, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, l'auteur qui a posé cette question, je sais pas, il est resté sans réponse, mais pour moi, c'est simple, c'est parce que quand tu vas obliger les gens à payer, tu vois, ça veut dire, tu peux pas Mahmir, tu vois, il n'y a pas de Mahmir dans l'argent, ça veut dire, c'est comme si tu dis, tu es obligé de donner le Maaser, ok, mais ce Maaser, c'est une Khumra, ok, parce que tu obliges le type à donner de l'argent, mais c'est aussi une Khumra parce que s'il n'est pas obligé, tu le voles, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu veux pas être marié, c'est pas comparable. Tu vois, par exemple, si tu as un truc sur un doute de la cache-route en disant est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère, alors tu dis voilà, ben, ne mange pas. Et bon, voilà, si tu veux, voilà, ne mange pas, tu donnes à un chien, ou j'en sais rien, si tu veux pas faire pâtisserie, ou j'en sais rien, tu vois, ou ne fais pas, ça veut dire ne mange pas cet œuf. Genre, ici, on parle en plus de manger Yom Tov. Donc, la poule, tu vas la manger après Yom Tov, ou l'œuf aussi, tu vois, il ne va pas pourrir en un jour, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est une khumra où il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a rien de négatif, quoi. Ça veut dire, à part le fait que peut-être tu ne vas pas kiffer Yom Tov comme tu aurais voulu manger ta poule, tu vois, bon, ok. Mais ça veut dire, voilà, c'est pas vraiment, c'est une khumra où il n'y a pas de négatif. Ici, quand tu obliges quelqu'un à payer le maaser alors qu'il n'est pas obligé, tu vois, tu peux dire, oui, c'est pour ça que c'est vrai que tu veux obliger quelqu'un à payer de l'argent, tu dois apporter une preuve qu'il est obligé de le faire, tu vois, si tu veux faire un décret. Donc, c'est très différent, tu vois, c'est pour ça, ça parle de l'argent. Sur l'argent, tu peux pas dire on va être marmire sans preuve, tu vois. Je pense que c'est ça la différence, quoi. Bon, bref, je ne sais pas si, moi j'arrête ici, comme vous voulez bien qu'il y ait un autre. On peut faire le dernier Tosfot, comme ça on peut avancer, c'est terminé, tu vois. Donc Beniflok Betravayou, tu vois, qui diffuse la discussion dans les deux cas. Théma, donc c'est étonnant, parce que ça dit, voilà, c'est une question bizarre, ça veut dire, des Kol Makom, des Kahamar, Kouar, des Terra Adif,
Ifrochachi, ça veut dire plusieurs fois la Gemara, quand elle pose la question, elle dit la force de la permissivité, elle est plus grande. Et tu vois, la Gemara, à chaque fois, elle aurait dû poser cette même question, qui discute dans tous les cas. Et c'est sûr que ce n'est pas une vraie question, tu vois. Ça veut dire, encore une fois, l'auteur de la Mishnah, il n'est pas obligé de discuter dans tous les cas possibles. Alors, c'est quoi la base de cette question? Donc, il dit, Viesh Shoma, il est lieu de dire, Deacha, Parir, Veniflok, Betarvaïou. Ici, la Gemara, en fait, quand elle demande qu'il discute dans les deux cas, Shelo Yarir, Mishum Kar. C'est-à-dire, c'est pas long de dire la poule et l'œuf, tu vois, Hiv ou Betsata. Tu rajoutes 3 lettres, quoi. Tu vois, c'est Betsa Shenal Dabem Tov, tu dis Hu, Hiv, Betsata. Donc, Ve'amar, Mishum Kar, Ve'yomar, Hiv ou Betsata. C'est-à-dire, il suffit de rajouter elle et son œuf plutôt que de dire l'œuf. Mais normalement, si tu vas parler à un autre cas, normalement, tu dois rajouter le cas il est super long. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas, la Gemara ne pose pas la question, et pourquoi il ne parle pas aussi de ce cas-là, tu vois, c'est jamais que si on peut en dire quelque chose, tu vois, c'est ça. Voilà, donc, voilà. C'est ce que Tosfot dit. Non, c'est vrai, ça veut dire, ok, c'est une réponse aussi un peu faible, honnêtement, tu vois, c'est sûr que sûrement petit, il faudrait chercher mieux, mais c'est ce que Tosfot dit, hein, je sais, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi sur la Mishnah là-bas, de quoi ça perd du matin, je sais de rafraîchir. Donc, on a regardé. Hein. Ouais, c'est ça, ça veut dire ça permet de donner le maaser pendant la Shemitah, quoi. C'est-à-dire qu'a priori, comme normalement la Shemitah, il n'y a pas d'obligation de donner le maaser, mais comme ça serait que dans le rabbinique, donc en fait, l'idée c'est de dire, ok, comme normalement il y a la Shemitah, ça veut grosso modo la Shemitah, elle ne devrait pas exister en Jordanie. Mais dans le rabbinique, donc l'idée c'est que, donc ok, donc comme d'après la Torah, il faudrait donner le maaser, alors quel maaser on doit donner? Puisque la Torah elle a prévu le maaser que pour la première, tu vois, les deux premières années, la troisième année, pas pour la septième. Donc, c'est pour ça, Rabbi Tarfon, il dit on donne aux pauvres, et l'autre, il dit on donne à la famille elle-même. Et j'imagine, tu vois, ça veut dire que l'autre, Rabbi Shmuel, lui, voulait dire qu'on donne pas du tout, quoi, c'est tout, tu vois. Ouais, donc, j'imagine, et c'est pour ça qu'il dit tu dois apporter une preuve, mais c'est moi, c'est compréhensible, tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire, voilà, bref, tu vois, mais je regarde la Mishnah plus tard, mais bon, enfin, voilà, c'est grosso modo, tu vois. Je pense que voilà. Mais cela dit, être mahmir ou interdire, c'est pas exactement la même chose. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais tu vois, on voit bien que la Gemara, en fait, dans la Mishnah. Là, il propose de donner plus, donc c'est pas interdire, c'est donner plus d'argent. Enfin, en tout cas, c'est pas exactement sur le même plan, quoi. En tout cas. Non, normalement, c'est pas la même chose. T'as raison que normalement, interdire, a priori, ça veut dire être définitivement penser que c'est interdit. Et être mahmir, c'est penser qu'il ne vaut pas le faire parce qu'il y a un doute ou parce que c'est pas une bonne chose à faire. Mais tu as raison de remarquer ça, mais c'est-à-dire que dans la Mishnah, on voit bien que les auteurs de la Mishnah, ils ne font pas la distinction, tu vois. C'est comme, en fait, ils ne veulent pas dire c'est mieux vaut pas le faire. Je vois, dans la Mishnah, tu ne trouveras jamais ça, tu vois. Ça veut dire, alors même si l'auteur de la Mishnah il pense que c'est pas vraiment interdit, mais mieux ça mieux vaut pas le faire, il va dire c'est interdit. C'est ça l'idée, tu vois, parce que les auteurs de la Mishnah ils étaient en train de tu vois, ils essayaient de donner un truc qui va pas donner envie au peuple de transgresser ce qu'ils ont dit, quoi. Donc c'est pour ça que, en fait, tu vois ce qu'il veut dire, c'est pour ça que l'idée elle est que quand quelqu'un est interdit, ça prouve pas vraiment qu'il pense que c'est interdit, c'est simplement qu'il pense qu'il faut dire que c'est interdit. Quand quelqu'un est permis, ça veut dire qu'il pense que vraiment c'est permis, quoi. C'est ça l'idée. Mais, voilà. Mais je pense que dans l'argent, voilà, c'est sûr que quelqu'un qui va obliger quelqu'un à payer quelque chose, c'est sûr qu'il doit apporter une preuve. Tu vois, je veux dire, c'est complètement différent de dire ne vaut pas manger ce truc-là, on ne va pas manger cette affirme-toi ou un truc comme ça. Tu n'as rien à perdre. Tu vois, là, tu vas obliger les gens à payer 10% de leur truc. C'est normal que le mec lui dit il faut que tu aies une preuve, tu vois, quand même. Ça veut dire, je veux dire, pour obliger les gens à faire ça, quoi. Je veux dire, je pense, quoi. Je veux dire. Voilà. Ça veut dire, grosso modo, c'est tout. Quoi. Je pense que c'est ça la différence. Quoi. Oui. Je vais vous laisser tranquille. Et voilà, c'est le Ishmat de ma mère. C'est le Yorsaïd. Pour vous, c'est le Yorsaïd. Pour moi, c'est pas encore. Enfin, pas le Yorsaïd, c'est les Shloshim, mais pour moi, c'est pas encore. Mais pour vous, c'est les Shloshim. Mais sauf que tu fais quelque chose demain ou. Ouais, je pense que je vais faire quelque chose, mais moi, j'imagine, je sais pas encore. À l'heure, tu vois, honnêtement, parce que tu vois, en fait, j'ai. Bon. Ça sera dans les alentours, dans la soirée, quoi. Je vais essayer de faire dans la soirée pour qu'il y ait un petit peu du monde, tu vois, même si pas grand chose. Mais voilà, je vais essayer de ne pas déranger trop le monde. Tu vois, peut-être dans ces horaires-là, peut-être, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ok. La rose. Ok, super. Très court à mon avis, parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais faire, quoi. Pour l'instant, voilà, j'ai pas encore fini ma journée. Demain matin, j'en saurai plus. D'accord. Okay. Bonnes choses.
Mhm.